Puis pour ce panel-ci, c'est un petit peu différent. Donc, c'est très, très interactif. Vous allez poser des questions. On va faire les introductions. Puis après ça, je vous invite à aller au micro, poser vos questions. Fait que tout de suite, commencez à penser aux questions qui vous intéressent. Donc, je vais aussi agir comme modérateur. On va commencer avec des présentations, en commençant avec le blogueur Sylvain Carl. Nouveau blogueur. Nouveau blogueur. Bonjour à tous, Sylvain Carl. Je suis directeur général de Founder Fuel, un accélérateur de start-up à Montréal. Donc, j'ai la chance d'accompagner beaucoup d'entrepreneurs dans les tout débuts de leur processus, de leur cycle de vie. Et j'ai moi-même été entrepreneur aussi pendant une quinzaine d'années. Donc, j'ai mes propres histoires et les histoires des autres à vous raconter aujourd'hui. Salut, ça va bien? Moi, je m'appelle Simon Debain, je suis président et cofondateur de GSoft. Moi, je crois que le monde du travail doit changer. Puis j'ai décidé de partir une entreprise qui allait contribuer à créer les environnements de travail de demain. C'est ce qui me passionne, c'est ce qui fait que je me lève chaque matin pour aller au bureau. Puis la culture chez GSoft est importante, puis je suis bien content de vous en parler aujourd'hui. Bonjour, bonjour LP. Salut. Merci de l'invitation. Je m'appelle Christine, donc je suis cofondatrice PDG de E180. Pour ceux qui nous connaissent un peu, on fait les brain dates. Donc peut-être que vous en avez fait l'expérience à C2 Montréal, mais on n'est pas juste à C2, on est vraiment partout dans le monde. Donc notre but, c'est de transformer la façon dont les humains apprennent partout dans le monde. Donc les brain dates étant une façon de faire, mais aussi il y a des plans d'école dans ce qui s'en vient pour nous. Donc, aussi vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Cool. Puis tu fais des brain dates aussi à Startup Fest ici. Yes! Vous pouvez même faire vos brain dates ici à Startup Fest. Il y en a beaucoup. Ça va super bien. Le marché des sujets est vraiment intéressant. Super. Fait que, on va passer aux questions bientôt, mais avant ça, juste pour nous mettre un peu en contexte, j'ai demandé à chacun de nos trois invités de réfléchir dans leurs efforts de bâtir de la culture, de trouver un win, une victoire, une best practice qu'ils ont implanté dans leur compagnie, quelque chose qui a vraiment ajouté à la culture de l'entreprise, un fail, donc quelque chose qui n'a pas marché, on a essayé, on a échoué ou on a découvert que ça ne valait pas la peine de faire ça, puis aussi une expérience qui est en cours présentement dans leur entreprise. Donc, moi, je crois beaucoup qu'il faut A/B tester la culture, un peu comme on A/B teste le produit. Donc, à tous les mois, tous les quarts, on va essayer des nouvelles choses. Donc, c'est certain que nos panélistes sont en train d'essayer des choses dans leur entreprise. Donc, je leur ai demandé de partager une chose. Donc, on va commencer avec les wins. Puis, évidemment, comme pour Simon puis Christine, on parle des entreprises qu'eux ont fondées. Pour Sylvain, tu vas pas commenter un peu sur ce que tu observes à travers le portfolio de Founder Fuel. Donc, Christine, tu veux-tu commencer? Certainement. Donc, j'en ai parlé à mon équipe. J'ai beaucoup pensé qu'est-ce que c'est qu'un win qu'on a eu dans la mise en place de notre culture, qui est souvent super intuitive. C'est pas quelque chose qu'on pense nécessairement. Des fois, c'est juste, bon, c'est ce qu'on fait, puis à un moment donné, il faut comme commencer à plus structurer. Donc, c'est un peu là où on est rendu après 5 ans d'existence. Mais le win, je dirais que c'est de toujours mettre la mission de ce qu'on fait dans la vie au cœur de tout ce qu'on fait à tout moment. Donc, on est un B Corp, on est une entreprise qui, oui, mesure évidemment les revenus, mais aussi et surtout l'impact. Donc, ce qu'on appelle en anglais une double bottom line company. Donc, les revenus servent vraiment à financer l'impact qu'on veut avoir dans l'univers. Donc, de mettre cet impact-là, pas seulement au cœur du produit, mais aussi au cœur des embauches, au cœur de comment on fait nos ventes. Donc, de penser aux ventes comme étant pas, on veut générer des revenus, mais on cherche des partenaires d'impact. On cherche des partenaires, évidemment, qui sont capables de payer pour nos services, pour nos produits, mais aussi qui sont en mesure de faire voyager notre impact de façon vraiment optimale. Puis, évidemment, mais ça va même dans la façon dont on gère les relations avec les membres de l'équipe. Donc, de vraiment reconnaître chaque membre de l'équipe comme un humain à part entière, pas comme un travailleur de 9 à 5 qui a éventuellement une vie, mais quelqu'un avec ses aspirations, son désir de peut-être travailler à l'étranger, son désir de faire des projets personnels où on doit prendre une absence d'1 mois. Donc, de vraiment voir si notre mission, c'est de vraiment transformer dans la façon dont les humains apprennent et de permettre à tous les humains de se développer pleinement, de reconnaître ça puis de faire vivre ça à tout moment, même dans la façon dont on gère nos relations avec les membres de l'équipe. C'est vraiment quelque chose pour nous qui est un win. Fait approche holistique. Toi, Simon, on lit beaucoup sur ta culture entreprise dans les affaires. Tu partages beaucoup de best practices. C'est quoi un win qui te vient à l'esprit? Un seul. T'as trop de wins? Non, mais honnêtement, c'est facile de tomber dans le discours des wins autour des perks, parce que c'est beaucoup ça qu'on voit dans les médias. On voit les voyages, on voit le barista au bureau, puis on voit tout plein de choses comme ça. Puis
honnêtement, je pense pas que c'est le plus gros win que GSoft a fait à travers les années. Pour moi, le plus gros win, c'est d'avoir pris GSoft qui, juste par le nom, donne l'impression qu'on fait du software, puis c'est vrai, et d'avoir transformé ça comme plus qu'une entreprise qui fait du software, c'est plus une entreprise qui a un purpose, une entreprise qui essaye d'avoir un impact dans la société. Puis c'est tellement facile dans le quotidien, quand vous bâtissez vos produits, d'être fixé sur votre produit, de penser à la feature que vous voulez développer, puis il y a tant de monde qui vont adopter telle feature, puis on peut facilement tomber dans ce piège-là, mais then what? Une fois que les gens adoptent vos features, c'est quoi que vous êtes en train de bâtir? Qu'est-ce que vous voulez que les gens se souviennent quand votre entreprise ne sera plus là? Puis chez nous, ça a été révélateur. Je vous le dis, on était dans la même situation que sans doute beaucoup de gens ici. On était tellement focus sur notre produit qu'on a oublié qu'on était en train de bâtir de quoi de beaucoup plus grand. Puis il y a un moment où est-ce qu'on l'a compris, puis on a dit GSoft, c'est pas juste du software. GSoft, c'est une entreprise qui va laisser une trace dans la société. Au pire, ça sera une petite affaire comme ça, mais moi, j'ai envie de laisser une marque. J'ai envie que les gens se souviennent de nous pour ce qu'on a eu comme impact et non pas pour les revenus qu'on a générés ou les profits qu'on a faits. Fait que pour moi, c'est ça le win chez nous. Merci. Puis toi, Sylvain Carl? Moi, je commencerai avec une généralisation, puis après, je vais vous donner un exemple. C'est important que ça soit authentique. Fait qu'il n'y a pas de formule de l'affaire qui marche pour un, qui marche nécessairement pour l'autre. Fait que c'est nécessairement, surtout quand on est 3, 5, 10, 15, il y a un peu c'est un peu comme pas une remise en question, mais quasiment un parcours philosophique de dire qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui est commun. Dans une des startups chez Unito, ils font de la course. Ils se sont... Je ne sais pas si ça a été un peu par hasard ou si les coureurs attirent les coureurs, là. Mais ils courent ensemble, ils montent le Mont-Royal, eux, ils ont découvert ensemble qu'est-ce qui était authentique dans les gens qui étaient dans l'entreprise. Ce matin, sur le panel, c'est intéressant, il y avait Element AI qui, eux, étaient beaucoup plus directifs, c'est-à-dire la première personne qui a engagé après les cofondateurs, c'est un gars qui s'appelle Sébastien Paquet, puis son titre, c'était Culture Hacker. Fait qu'eux, la première personne qu'ils ont engagé, c'était quelqu'un pour s'occuper de la culture. Ça, c'est assez radical. On n'a pas vu ça souvent. Ils avaient de grandes ambitions. Ils se sont dit, si on s'en va dans ce chemin-là, ça va aller vite. Et donc, la culture, elle peut, si on ne la met pas en place au début avec le noyau dur, c'est très difficile à coller par-dessus après. Donc, il faut le faire comme il faut en partant. On peut s'améliorer, on peut évoluer, mais il y a quelque chose de fondamental dans établir ça très tôt. Je pense qu'on a tous eu des parcours un peu différents là-dedans, mais un bon exemple, mon dernier exemple, c'est à l'autre bout, peut-être, du spectre des possibles. Quand j'étais chez Twitter avec 1000 employés, ils ont eu un grand processus pour mettre en mots la culture que les gens savaient un peu c'était quoi, mais ils n'étaient pas capables de nommer. Fait que là, ça devient un peu n'importe quoi quand on a passé de 800 personnes à 3500 personnes en 2 ans. Ça, c'est un méchant test de culture. Puis si c'est pas quelque chose de solide, ben c'est comme un raz de marée, tu sais. Tout tombe sous la croissance, puis il ne reste plus rien après. Fait que ça a été comme un test de leur culture, de la faire vivre au travers une hyper-croissance. Intéressant. Puis je pense que c'est un peu une bonne transition vers la deuxième question, qui est plus au niveau de l'échec. Surtout quand on a de la croissance, on a des échecs de culture. Est-ce que vous avez des exemples particuliers de choses concrètes que vous considérez comme des échecs, Simon? Oui, je peux peut-être commencer. Je pense que le problème de la croissance, puis on s'entend, c'est un beau problème. Je ne sais pas si, en fait, je vous le souhaite tous, si ce n'est pas déjà en cours. Chez nous, on vit une croissance de fou. Puis c'est super facile pendant la croissance de se dire, bon, ben là, on est tellement occupé à gérer la croissance que la culture, on va la mettre sur les étagères. Puis quand on aura fini ça, ben on retournera sur l'étagère chercher notre culture, puis on va faire de quoi avec ça. Mais c'est la culture qui va vous permettre de traverser la croissance. Puis c'est sûr que vivre l'intensité d'une croissance, puis les hauts et les bas, fait en sorte que s'assurer que les gens sont bien, souvent, c'est peut-être pas la plus grande priorité, surtout quand il ne reste pas beaucoup d'argent dans le compte de banque, tes compétiteurs sont pas loin de toi. Il y a tout plein de facteurs qui font en sorte qu'on devient, disons, préoccupé, puis on arrête de regarder les gens autour de nous, alors que c'est vraiment eux qui vont faire en sorte qu'une organisation peut aller loin. Puis
Puis le problème, c'est que c'est dur de l'évaluer à court terme parce qu'il n'y a pas de retour à court terme. Il n'y en a juste pas. Vous ne pouvez pas installer une table de billard et c'est réglé. Là. Je veux dire, il n'y a pas baby-foot non plus. Il n'y a pas de différence entre billard et baby-foot. La culture, c'est quelque chose qui a un impact à long terme. Puis je pense qu'il faut être prêt à ne pas avoir des retours rapidement. Il faut comprendre que c'est à long terme que ça va solidifier votre entreprise. Puis que ça va faire en sorte que justement les tempêtes ne seront plus des tempêtes, vont être des moments d'intensité que vous allez vivre en gang. Puis ça va être le fun de vivre ça. Ça fait un moment, nous, qu'on veut mettre en place un système pour partager l'équité avec les employés. Donc, c'est comme si vous êtes sûrement beaucoup d'entrepreneurs ici, on apprend, on est toujours un peu compétent là, quand on est entrepreneur, on est toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau parce qu'on veut toujours se dépasser. Donc là, pour nous de trouver, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? On n'a pas de plan d'exit. On est là pour encore des dizaines d'années. Donc, qu'est-ce que ça donne aux gens d'être propriétaires, etc. Donc, on a été on a découvert le principe de la CTA, donc la coopérative des travailleurs actionnaires. Donc, en fait, les travailleurs prennent un prêt qui est financé par le gouvernement pour acheter une portion d'équité à l'entreprise et deviennent comme ça propriétaires. Donc, c'est vraiment une organisation pratiquement à part de l'entreprise qui est une coop qui devient propriétaire d'une portion de l'équité de l'entreprise. Donc, pour nous, c'est incroyable parce que c'est en lien avec notre mission. Ça permet aux employés aussi de financer l'entreprise, donc vu qu'on n'a pas levé de capital de risque jusqu'à maintenant. Donc, pour nous, c'est vraiment un win. Ça, comme je dis, c'est en lien avec la mission. C'est extraordinaire pour les 3 actionnaires actuels de 180. Puis quand on présente ça aux employés, moi, je ne fais pas de travail de terrain. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont travaillé en politique, ou même en politique étudiante, où on fait un travail de terrain pour préparer les grandes annonces, pour faire un peu de mobilisation autour de grandes annonces comme ça de nos stakeholders. Donc, je n'ai pas fait ça et on parle de ça en meeting mensuel. Moi, je suis super contente de finalement donner la possibilité aux employés de pouvoir faire partie de l'équité. Puis là, c'est perçu comme, OK, non seulement we're working our asses off, on travaille comme des cons en ce moment, mais en plus, ils vont prendre de l'argent dans mon salaire pour financer l'entreprise. Wow! Hey, Christine, t'as vraiment du culot, je te pensais pas comme ça. C'est comme, wow, aïe, aïe. Oui, c'était fail de message, puis là, ça remonte partout, puis je suis comme, wow, c'est tellement pas notre intention. Puis j'ai mal travaillé, je me suis mal exprimée, j'ai mal préparé, j'ai sous-estimé l'impact que ça aurait, la perception que ça aurait. J'ai pas parlé aux bonnes personnes pour onboarder des gens où je savais peut-être qu'il y aurait une réticence ou il y aurait une moins bonne compréhension de ce qu'on essayait de faire. Donc, j'ai définitivement compris que quand tu veux, même avec des bonnes intentions, faire des changements quand même radicaux au niveau de la culture, au niveau de la propriété de l'entreprise, c'est important de bien travailler ton terrain puis d'être empathique avec les gens puis c'est ça, de ne pas juste comme dropper des trucs comme ça sur une équipe. Là, ça a définitivement été un apprentissage. Puis maintenant, il y a un intérêt pour la CTA, maintenant que les gens la comprennent puis qu'on a fait les choses correctement. Là. Moi, c'est une entreprise qui restera anonyme, mais c'est une entreprise qui est en forte croissance. On a de plus en plus d'employés. Puis là, on se rend compte, notamment avec les gens en direction, qu'il y a comme une déconnexion entre... Tu disais tantôt, quand tu as des centaines d'employés, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas passé de temps avec telle personne, puis qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête d'un tel puis d'une telle. Fait que là, il y a eu comme toute une politique pour dire, OK, on va organiser à tous les trimestres, on va faire un update, puis une fois par semaine, on va faire des meetings 1 à 1. Chaque personne va faire 3 meetings 1 à 1. Super, des très bonnes intentions, mais là, ça devient un fardeau pour tous les employés, tous les directeurs, toutes les directrices, de « Ah non, on est tous super occupés, puis là, il faut faire en plus toutes ces affaires-là pour que les ressources humaines, comme la personne qui est aux ressources humaines, soit satisfaite et implémenter son plan. » Puis là, après, comme je pense que ça a duré 6 mois, puis après 6 mois, tout le monde fait comme « Pourquoi on fait ça? On est tous pas contents de ça. On pourrait-tu juste arrêter puis faire des affaires moins compliqué, genre prendre de la bière à 4 heures le vendredi. Il me semble que ça ferait le même résultat, puis on n'aurait pas des formulaires. Puis... Fait que d'une très, très bonne intention, on s'est ramassé avec un système un peu, je dirais quasiment kafkaesque. Puis là, tout le monde était comme « Ah non, pas encore mon one-on-one, mon 3e 1 à 1 de la semaine. J'ai rien à dire à Fred. Il n'y a rien à me dire, mais il faut qu'on le fasse. » parce que... Je peux peut-être rajouter là-dessus, il y a comme on a tendance des fois à regarder les grandes organisations, les Netflix de ce monde, puis on va se le dire, ils sont bons. Là. C'est des gens qui innovent énormément en matière de culture, puis on a le goût de répliquer ce que ces gens-là font, mais les choses ne s'appliquent pas toujours parfaitement, puis des fois, on n'est pas toujours rendu à l'étape pour appliquer les choses. Puis chez nous,
l'exemple chez nous, c'est les OKR, qui sont comme la big thing chez Google. Puis quand tu lis sur les OKR, c'est vraiment parfait. Là. La théorie est impeccable. Tu lis ça et tu es comme, wow, on va tellement être alignés. Puis chez nous, on s'est retrouvés à mettre des OKR en place. On a comme appliqué ça, la saveur du mois. Puis ce qu'on a réalisé à la fin, c'est que les OKR, qui sont des objectifs Key Results, fait que tout le monde se met des objectifs avec des résultats clés à mesurer, ça cascade jusqu'à l'employé. Puis on réalisait que les OKR personnels, individuels, étaient plus importants que les OKR d'équipe. Fait que ce qui arrivait, c'est que les gens étaient plus enclins à réussir leur OKR personnel, parce que eux, c'est plus ce sentiment d'accomplissement, de réussir. Et les OKR d'équipe prenaient le bord, en quelque sorte. Puis on a réalisé que c'est tellement pas le type d'environnement qu'on veut bâtir. Pour nous, c'est de gagner en équipe qui est important. Puis les OKR personnels, ça ne marche pas. Fait qu'on a appliqué de quoi, comme ça, saveur du mois. Ça n'a pas fonctionné, puis on a tué le mot OKR. Maintenant, c'est des ORC, des objectifs, résultats clés. Fait que c'est en français, ça change le mot. On a décidé de faire attention, puis on a arrêté de mettre les OKR au niveau personnel, puis on les a laissés au niveau de l'équipe. Et on s'assure d'avoir des équipes assez petites, de manière à ce que les gens ne puissent pas se déresponsabiliser face aux objectifs de leurs équipes. Cool. Fait que, Excellent. Je pense que je vais faire une petite décision exécutive. Au lieu de passer à autre chose en B-test, c'est une formule interactive. Je veux qu'on ait au moins 20 minutes pour les questions de tout le monde. Puis si on a encore du temps à la fin, on reviendra à vos merveilleuses idées que vous expérimentez. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour notre panel sur la culture de l'entreprise? Vous pouvez aller au micro. Il y a un micro en fait, il y a 2 micros dans les 2 rangées. soyez pas gênés. Soyez pas gênés. Salut. Ça va bien? Oui. Allô? Heureusement, on a vu que la culture a pris beaucoup de place dans les grandes entreprises de plus en plus et il y a beaucoup de changements qui ont été apportés dans les grandes organisations ou les petites. J'aimerais vous entendre sur le futur, votre vision. Comment vous voulez voir la culture évoluer encore et s'améliorer encore et encore? Donc, qu'est-ce que pourrait être la culture chez GSoft dans 5 ans? Bien, en ce moment, je suis en train de lire Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Je suis un sceptique de l'holocratie, mais en même temps, je pense qu'il y a énormément de valeur à amener cette dynamique-là de travail où est-ce que, au lieu que l'autorité et le pouvoir soient concentrés en haut de la hiérarchie, que la structure fasse en sorte que le pouvoir est extrêmement bien partagé dans l'organisation, puis que ça permette aux gens de vraiment se sentir en contrôle pas de leur destinée, mais de leur quotidien, puis qu'il y ait vraiment le sentiment qu'ils peuvent vraiment prendre leurs propres décisions puis faire leurs propres échecs. Fait que chez nous, c'est beaucoup sur ce volet-là qu'on veut travailler dans les prochaines années. C'est comment on pourrait trouver le juste milieu entre la structure conventionnelle, très hiérarchique, qui, des fois, trop souvent, est command and control, et comment on pourrait la mélanger avec les principes de travailler ils appellent ça l'holocratie, mais c'est le terme, c'est une façon de l'implémenter, mais une autre type de structure organisationnelle qui va à la limite, m'enlever du pouvoir que par la structure de l'organisation ou par ma volonté à moi, j'aime que les gens participent, mais j'aime imaginer l'idée que si je ne suis pas là, bien, que ça ne soit pas juste ma volonté à moi de le partager, ce pouvoir-là, qui fait en sorte que ça arrive chez nous. J'aimerais ça qu'on puisse avoir ce type de dynamique-là, mais regarde, il y a beaucoup de chemin à faire. Je n'ai pas la réponse idéale, parfaite, toute préparée pour toi, mais je pense que si on réussit à jumeler les deux, je pense qu'on serait capable de créer des environnements de travail pas mal plus, valorisants pour les gens qui y travaillent. C'était pas mal deep, ça. Est-ce que Sylvain ou Christine, vous avez des choses aussi deep à partager avec l'auditoire? J'espère bien. On pourra mesurer à la fin le degré de satisfaction au niveau du deepness de ce qu'on dit. Mais nous, là où on s'en va, comme je vous l'ai dit, il y a encore une idée de créer un réseau d'écoles au niveau international qui va vraiment redéfinir la façon dont on apprend, dont on éduque les enfants et les adultes. Puis ce qu'on s'est dit il n'y a pas longtemps chez 180, c'est qu'est-ce qui arriverait si on commençait à penser à notre organisation, donc à l'entreprise à 180, en fait, comme une école. Si l'apprentissage, c'est pas comme un bénéfice collatéral de bâtir des produits et services,
mais plutôt que l'apprentissage est au cœur de tout ce qu'on fait et le bénéfice collatéral, c'est de créer des produits et services. Donc, moi, je pense qu'on devrait se parler plus souvent. Mais donc, voilà. Donc, Brain date. Oh! Mais c'est ça, donc, à quoi ça ressemble. Puis après ça, ben, c'est de nous-mêmes, quand on a réussi à créer ce type de milieu-là, ben, en fait, c'est ça notre école. Tu sais, ça peut être ce même type d'environnement-là qu'on crée pour n'importe quel humain qui ait 7 ans ou qui ait 25 ans. Donc, c'est notre prochaine grande expérimentation. Donc, j'ai répondu à ta troisième question. J'aurais rien à dire si tu la poses dans 15 minutes. C'est le sentiment d'avancer, permettre aux gens vraiment de se développer au quotidien à travers la culture de ton organisation. Tout à fait, puis de façon intentionnelle aussi. Je pense que moi, je rajouterais qu'une tendance que j'observe, puis je l'ai vu dans la Silicon Valley, mais c'est vrai aujourd'hui, je pense, pour les gens qui sont des professionnels, peu importe votre métier, c'est que il y a cette idée-là aussi que le développement des personnes se fait au travers de différentes organisations. Et pas de considérer, je pense pas que personne aujourd'hui considère qu'il va être 25 années dans la même compagnie, sauf peut-être si c'est la vôtre. Mais aussi cette idée-là d'avoir une culture organisationnelle qui est assez flexible pour toujours accueillir des nouvelles personnes et pas être en deuil quand les personnes quittent. T'sais. Je pense que Reid Hoffman appelle ça les tours of duty, là, de dire bien, les gens vont venir avec vous pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est correct. Et nous, dans notre contexte, chez Real Ventures, dans un fonds d'investissement, il y a plein de gens qui arrivent puis qui repartent. Puis c'est correct. On a ce type d'organisation-là, surtout parce on travaille avec plein d'entreprises. Fait que quelqu'un de chez Real Ventures qui part dans une des compagnies avec lesquelles on travaille, ça arrive, puis c'est correct, puis c'est normal. Mais à chaque fois que quelqu'un part, surtout quand nous, on est comme une quinzaine, quand tu pars une personne sur 15, tu fais comme « Oh, attends, il faut ramener quelqu'un d'autre. » Fait que quand quelqu'un part, tu perds un peu de ce que tu avais mis en place, mais aussi de considérer que chaque personne qui arrive remplace pas 100% l'autre. Chaque personne qui arrive vient avec ses qualités, ses défauts, ses intérêts, ses valeurs. Et donc, d'avoir un cycle naturel, ça amène toujours quelque chose de frais et de nouveau dans ton équipe. Puis d'accueillir ça plutôt que d'être plutôt sur le côté de dire « Ah, il y a quelqu'un qui est parti », c'est comme on va diviser le travail en 14 au lieu d'en 15 pendant une couple de semaines ou une couple de mois. T'sais. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu imagines une culture d'entreprise qui est vraiment forte, les gens partent vraiment jamais. T'sais, il reste des alumni, il reste des anciens, puis en fait, ils vont te nourrir d'autres façons avec des nouveaux réseaux, avec des nouveaux apprentissages, si tu réussis à garder ces bonnes relations-là, ce dont je ne doute pas. Ouais. Chez nous, chez BuzzBud, on a un réseau pour les alumni qui sont sur Facebook, sur Slack, puis ils se parlent, même s'ils ne travaillent plus chez BuzzBud. Fait que c'est quand même intéressant de voir la vie après la compagnie, même s'il y a le concept de Tour of Duty. Là. Fait que c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Des gens qui veulent poser des questions? Oui, vas-y. J'ai une question pour toi, Christine. Dans le fond, vous partagez les revenus avec les employés. Est-ce qu'il y a un downside à ça, côté direction, côté leadership? Et je ne sais pas parce qu'on ne l'a pas encore implanté. On est vraiment en processus de le faire. Puis honnêtement, moi, ça me fait peur quand même. Là. Puis des fois, tu parlais justement du pouvoir, puis il y a une sécurité dans le contrôle, mais en même temps, quand tu as des grandes ambitions, tu sais que plus tu es un bottleneck, plus c'est toi qui bloque la croissance, ben, dans le fond, que ton entreprise elle se développe autant que toi, en tant que dirigeant, tu es capable de te développer, puis que tu peux aussi laisser aller, puis de développer ce que ça prend pour que d'autres personnes puissent faire vivre ta mission puis ta vision puis se l'approprier aussi. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec la CTA. Mais en fait, ce n'est pas les revenus qui sont partagés parce que c'est une coop. Donc, c'est vraiment la propriété de l'entreprise. Donc, pour la petite histoire opérationnelle, c'est vraiment plus au niveau des retours d'impôts que c'est vraiment intéressant à chaque année de faire partie d'une CTA. Mais étant donné qu'on n'a pas, nous, d'ambition d'exit, bien, les gens ne capitaliseront pas nécessairement sur leur investissement au niveau d'une exit, mais plutôt sur vraiment un retour financier annuel là, de REER. Donc, c'est vraiment une structure qui est complètement différente d'un actionnariat habituel. Après ça, les dividendes chez 180, c'est assez rare parce qu'on réinvestit constamment dans la mission. Donc, ça serait une façon pour les employés de quand même avoir un retour. Mais étant donné qu'on réinvestit dans le produit, on réinvestit dans l'école, éventuellement dans une fondation, c'est pas là vraiment où les employés vont pouvoir faire un retour. C'est beaucoup plus au niveau de la propriété de l'entreprise pour eux et aussi au niveau du retour fiscal là, que c'est intéressant. Oui, une question. Je vais essayer de poser ma question pour que ça soit clair, mais désolé si c'est pas clair, mais
Dans le fond, je vois un peu la culture comme un produit. T'sais, on essaie de partir avec quelque chose puis de l'améliorer. Puis des fois, il y a des gros changements, comme un peu tu parles en ce moment. Y a-tu moyen de le tester un peu, de faire un minimum viable product comme un minimum viable culture, que tu essaies de voir s'il y a un fit justement avec ton entreprise, si tu es au bon stade ou si les gens l'acceptent bien, tu sens tout au complet changer d'une shot, puis te planter un peu comme tu as fait au début, puis finalement tu dis ah, j'aurais pu le faire à plus petite échelle, voir si ça marche. Fait que comment gérer ça en entreprise? Bien, je pense que la majorité des initiatives que tu peux mettre de l'avant sont rarement des choses comme tu viens d'expliquer. Tu sais, c'est rarement des trucs de grand impact comme ça. Ça va de petites choses comme chez nous, on faisait, il y a quelques années, on faisait les Annie Monday. Les gens portaient des chandails d'animaux le lundi. Tu sais, c'est pas dur à tester, puis je dis pas que toutes les initiatives sont simples comme ça, mais oui, tu sais, il n'y a pas de recette, il n'y a pas une approche universelle à implanter une culture qui est forte. Je pense que c'est vraiment de l'essai-erreur. Puis, étant donné que ce n'est pas des initiatives qui ont énormément d'impact, il n'y a pas une initiative qui va tout régler. Enlève ça de ta tête, ça n'arrivera jamais. C'est plein de petites choses additionnées qui vont faire qu'il y a une aura, il y a une énergie qui va se créer dans ton organisation puis qui va amener une vibe qui va être le reflet de qui vous êtes. Puis, go, fais-en, essayez-en des choses. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Il n'y a rien. Mais la contrepartie de ça, je dirais, par exemple, qu'il y a, pour avoir un grand impact, tu ne peux pas y aller à moitié des fois. Fait que, oui, tu peux tester peut-être puis essayer des choses, mais surtout si tu veux faire un virage ou un redressement de culture, parce que des fois c'est de changer un peu de direction, mais des fois, c'est de ramener à quelque chose que tu penses que tu as perdu. Il faut aussi, des fois, être capable de donner un coup de barre. Puis ça vient de la direction. Une des choses les plus difficiles, c'est quand il n'y a pas de consensus au sein d'une équipe. Puis il y a une direction, ça peut être 3 personnes ou ça peut être 15 personnes. Ça dépend de la tête de l'entreprise. Mais il y a aussi des moments où il faut donner un coup de barre. Puis souvent, c'est quand il y a des dérapages ou il y a des manquements que là, ça fait plus mal peut-être. Puis là, il y a un coup de barre à donner. Puis ça, tu ne peux pas le faire à moitié. Ça, c'est là, moi, je pense que c'est un test de leadership pour les gens dans les entreprises. Quand on est un peu confronté à une crise ou à un moment qui est un peu plus difficile, de dire c'est quoi le coup de barre qu'on va donner. Le bénéfice de ça, c'est qu'une fois qu'on l'a donné, tout le monde se sent mieux. Mais il y a des situations, tu sais, c'est des milieux de vie, les entreprises. Mon père disait toujours où il y a de l'homme et de la femme, il y a de l'hommerie puis de la femmerie. On est des humains, puis les rapports humains sont nécessairement complexes. Et donc, il y a des choses qui s'enveniment puis qu'on laisse un peu aller. Puis des fois, c'est important de casser certaines choses. Puis il y a des choses qui sont aussi pas dites. Puis ça, je pense que c'est un principe dans la culture d'entreprise d'avoir une façon de sortir entre nous de façon saine et équilibrée, mais claire, des fois, et très transparente. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Ça va éviter certains écueils. Et c'est un des défis de la croissance, c'est de ne plus avoir de place pour ce genre d'affaires-là qui sont hyper importantes. Parce qu'il y a certains trucs comme ça qui vont s'empoisonner. Moi, je me souviens, on n'était pas tant que ça, on était une dizaine à une certaine époque. Puis j'avais engagé un gars qui était super bon sur papier puis en entrevue. Puis après 2 jours, le reste de mon équipe, mutinerie, viennent me voir et disent « Si tu gardes ce gars-là dans notre équipe, nous autres, on s'en va. Lui, il a toujours raison, puis nous, on n'a jamais raison. » Je n'avais pas attrapé ça en entrevue, mais là, c'était un signal très clair que si il y avait quelque chose à faire, puis heureusement, mon équipe et moi, on avait le bon type de rapport pour qu'ils me le disent sans détour, parce que sinon, je pense que ça aurait coûté cher à l'entreprise à ce moment-là. Je pense que ton MVP existe déjà. Je pense que tu n'as pas besoin de créer un MVP nécessairement. C'est souvent, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais il y a des choses parce qu'on est des humains, puis naturellement, on est des gens de culture. Il y a une culture qui émerge naturellement. Donc, ton MVP, c'est souvent de voir, bien, comme tu le disais, de façon authentique, qu'est-ce qui émerge de ton équipe, puis qu'est-ce qui est présent, puis où est-ce que tu peux peut-être investir un peu plus, pas nécessairement de l'argent, mais plus d'intention pour développer, pour voir, OK, mais peut-être que si on donne un peu plus d'intention à tel aspect de la culture, bien, ça va vraiment être bénéfique. Mais il y a aussi, je pense que la culture, ça commence vraiment avec les fondateurs. Tu sais, tes valeurs, je ne sais pas si tu étais un fondateur, je vais prendre pour acquis que non. Bon, mais bref, la culture vraiment de l'équipe, du moins, de fondation, les valeurs, ce qu'on veut accomplir. Tantôt, tu parlais d'impact, de vision. Bien,
ça transparaît, puis ça transpire dans tout ce qu'on fait, de l'embauche au produit, à la culture. Donc, d'être le plus, je pense, encore, je dis beaucoup l'intention, mais intentionnelle dans regarder comment on transpire ces valeurs-là, puis comment est-ce que ça influence assurément le travail des équipes et de la culture. Je pense que c'est un peu la première étape, parce que si, en fait, on pense une chose, puis on désire une chose, mais on agit d'une autre façon. Mais en fait, ce que les gens voient, c'est vraiment l'action et pas les mots. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment le tissu le premier de la culture de l'entreprise. Dans le fond, c'est que les initiatives, ça vient un peu des valeurs de l'organisation. Il y a un lien entre les deux. C'est un résultat, une conséquence plus que... Tu ne peux pas juste lancer des initiatives out there qui n'ont pas d'alignement avec qui vous êtes ultimement. Mais c'est sûr que des fois, il y a des choses qui pognent un peu moins que d'autres, même si c'est super aligné avec les valeurs. Des fois, ça ne fonctionne pas, puis c'est correct, on passe à d'autres choses, on essaie d'autres choses. Mais les choses que tu ne peux pas faire à moitié, c'est l'attitude, c'est qui tu es, c'est comment tu es à chaque jour. C'est plus ça, la culture, c'est les comportements, c'est l'attitude des gens qui sont autour du projet. Le reste, des initiatives, des perks puis des activités, ça, c'est sûr que tu peux tester facilement, mais tu ne peux pas te tester. Hey, aujourd'hui, je vais essayer d'être gentil avec les gens. Tu sais, comme c'est qui tu es profondément, puis ça, tu ne pourras pas le faire à moitié. Oui. Tu vas falloir que tu le fasses de manière la plus authentique possible, puis ça va refléter ta culture en bout de ligne. Puis je pense que c'est un autre défi, c'est que la culture, c'est pas fixe. Puis à chaque fois qu'il y a des gens qui s'ajoutent à ton organisation, bien, ils ajoutent à la culture. Et donc, il faut considérer ça aussi, c'est-à-dire que ta culture, elle doit refléter l'évolution puis l'ajout. Donc, ta culture est constamment en évolution. Si tu as une culture forte, tu vas ajouter à ta culture, puis ça va l'amener ailleurs, ça va la faire progresser. Mais une culture qui serait figée et stable à « Hey, c'était comme ça quand on était 5, fait que maintenant qu'on est 25, c'est comme ça que ça marche », c'est une contre-culture, ça. Fait qu'il faut vraiment faire attention aussi d'être conscient de cette évolution nécessaire. Oui, je pense que c'est une réponse vraiment riche, là. Puis je pense que la résumé, c'est la culture, c'est dynamique. Puis si on veut l'améliorer, il faut écouter les employés. Puis juste nous, rapidement, comme moi, j'avais de la misère parce qu'au début, les gens, en fait, les cofondateurs disaient on devrait prendre des courriels anonymes de la compagnie. Là, j'étais comme anonyme. Pourquoi les gens ne peuvent pas juste venir nous dire c'est quoi leur problème, tu sais? Puis là, finalement, on a fait un courriel anonyme, puis les gens nous envoyaient toutes sortes de choses, puis là, on apprenait, puis on écoutait. Puis à cause de ça, on a pu vraiment s'améliorer. Finalement, après ça, une couple de mois plus tard, on a instauré Office Vibe, qui nous a vraiment aidé à écouter nos employés, qui est le logiciel un des logiciels que Simon a créé avec son équipe. Ça nous a vraiment aidé à écouter notre équipe. Puis là, j'ai réalisé que les problèmes, moi, je pensais que c'était X, Y, Z. Finalement, c'était genre A, B, C. Fait que c'est juste en écoutant qu'on peut vraiment se remettre sur la bonne piste. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le panel sur la culture? Oui. Ah, il y en avait deux. Tu as deux questions? OK, attends un peu. On va aller ici à droite, monsieur. Oui, on parle beaucoup de culture d'entreprise et de la proximité entre les gestionnaires et les employés, mais à quel point il n'y a comme pas une limite qu'il faut respecter pour quand il y a des mauvaises nouvelles ou des choses qui sont peut-être moins le fun à annoncer à ses employés, qu'il faut comme garder une certaine distance avec ces personnes-là? Peut-être qu'il y a une autre manière de le poser, c'est comme qu'est-ce que vous cachez à votre équipe s'il y a quelque chose? Bien, je sais pas, la distance, c'est-tu pour se déculpabiliser qu'on annonce de quoi ou... Non, mais c'est juste si tu es trop chum avec ton employé en tant que gestionnaire, bien, des fois, ça peut être plus dur lorsqu'il arrive un inconvénient où il faut que tu le mettes à la porte, quelque chose comme ça. Là. Fait oui, que c'est arrivé chez nous, puis comme il y a des amis qui ont quitté, comme il y a des amis qu'il a fallu qu'on congédie, c'est jamais des choses faciles, mais je pense que c'est important à travers tout ça d'avoir du courage, puis je me dis que je sais pas, dans la majorité du temps, ça fonctionne bien. Puis dans le quotidien, d'avoir cette proximité-là, ça l'apporte bien plus que de garder une distance pour les situations plus exceptionnelles. Fait que moi, je suis de l'école qui la distance, la séparation complète entre le travail, la vie et la vie personnelle. J'ai l'impression qu'on a mis ça comme mécanisme de défense parce que le travail a longtemps été extrêmement nocif. Et moi, je crois que c'est possible de créer des environnements qui sont sains, où est-ce que les gens s'accomplissent et qui ont du plaisir. Fait que pour moi, la distance, je veux l'éliminer au maximum. Puis je pense que c'est comme ça que tu crées les meilleures interactions humaines. Okay. C'est une question aussi de savoir... C'est beaucoup une question de communication. Pour moi, tu sais, est-ce que j'ai dit à mes employés la fois où on a quasiment manqué d'argent, puis j'étais pas pour faire la paye,
mais je pensais qu'on était pour Ça le m'est faire. jamais arrivé, moi, ça. Ça arrive jamais. Un entrepreneur qui manque jamais d'argent, c'est louche. Mais en même temps, il y a des décisions puis il y a des choses qui ont des impacts. Fait que moi, si j'ai 10 employés puis eux, ils attendent leur chèque de paye pour payer leur loyer, je suis aussi bien de leur dire d'avance si je pense que dans 2 semaines, il n'est pas pour avoir de paye. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Tu parlais de courage, de jugement, de dire est-ce que ça, c'est un poids que je vais, par transparence obligatoire, faire porter à tout le monde? Il y a des choses que non. Mais il y a d'autres choses quand tu penses aux conséquences puis quand tu réfléchis les conséquences. C'est comme un peu, c'est une obligation morale, je dirais. C'est pas une obligation légale, mais c'est sûrement, parfois c'est une obligation légale, là, mais il y a aussi une obligation morale à dire, bien, je vous ai embarqué dans mon bateau. Fait que si on est pour rentrer dans une tempête ou s'il y a un écueil qui s'en vient, puis je le sais, je ne vais pas être tout seul dans la barque. Là. Je vais le dire à tout le monde, on va frapper un écueil. Voici pourquoi, voici comment, voici ce que je pense qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Fait que c'est beaucoup une question de jugement. Si je peux juste compléter rapidement, une question de réciprocité aussi, je pense, parce que ce que tu dis, dans le fond, c'est comme les harsh truths. Est-ce que tu peux te permettre de parler à tes employés puis de communiquer des choses qui ne sont pas agréables, que ce soit des comportements améliorés ou une mise à pied? Mais je pense que pour moi, cette distance-là n'est pas nécessaire si tu es prêt à la réciprocité. Les gens ne me congédieront pas de mon entreprise, mais il faut que si j'accepte qu'il n'y ait pas de distance, ce qui est moi aussi de notre façon de gérer, mais j'accepte aussi que de l'autre côté, je reçoive des fois des vérités dans ma face que je n'ai pas nécessairement envie d'entendre, mais parce qu'il y a cette confiance-là qui est installée de part et d'autre, ben ça me nourrit aussi d'une façon où je reçois des commentaires critiques sur mon travail aussi. Fait que je pense pas qu'elle soit nécessaire, mais il faut que tu sois prêt si tu bâtis ce pont-là de confiance avec tes employés, qui est super bénéfique, je crois, mais des fois, ça te renvoie à des choses aussi que tu aurais peut-être aimé mieux pas entendre dans une structure qui est plus hiérarchique, tu n'aurais pas su. Ouais. On va prendre la dernière question. Il nous reste environ 1 minute, donc au fond. Okay, so if it's okay, I'm going to just ask it in English. Ouais. So the question that I have is that, I'm a culture obsessed, so I just came to Culture Fest and everything, but the question that I have is that coming from the traditional background cooperation work style, when I got to see so many different, startups, I thought that, okay, with all the perks that they have, they understood the concept of culture at a deeper level. But now working with so many, I think that we're somehow sometimes misunderstanding culture with perks. So I just want to know that what is the most important part of the culture that we all have to somehow consider while we talk about culture, because we're hearing it a lot, but in terms of practicing is not really what we're practicing on a daily basis. I think it's really values. For me, the core, and I said it earlier, but I think the core of a culture, the culture will bleed on everything you do, and not just the perks, as you were mentioning, but also, again, the product, the way you hire, the way that you think about how people should spend their time, their freedom you give, and everything. So it's really rooted in values and the impact also you want to have. Like we talk about impact, and impact is not just like something, you talk about and measure, but as an employer and as a company, you have an impact on people's life. The most time they spend in their life is with you. So what is the context that you create so that, they live a life worth living? These are values, and this is the culture of an enterprise. So for you, what is it that you should put into place so that people thrive and flourish? Right. For me, that's the culture, and that's what's amazing is that you have all these enterprises with different cultures, so you have a bit of everything for everybody, because not everybody needs the same thing to flourish as a human being. So as a dirigeant, what is it that you can contribute to the world as a culture creator, basically? Right. La culture, c'est les valeurs en commun, right? Fait que culture is shared values. Fait que si c'est clair quelles sont les valeurs qu'on met en commun dans le contexte de cette organisation-là, bien, je pense que là, il y a les racines d'une culture authentique. Oui, clairement. C'est toute part des valeurs, mais je pense que quand on parle de perks, je pense que c'est une manière un peu de montrer aussi que tu walk the talk. Moi, je pense que quand tu as les moyens financiers de les offrir, bien, c'est une belle façon d'incarner ces valeurs-là par des éléments concrets. Mais les valeurs guident aussi les comportements, la manière d'agir entre nous, la manière d'être au quotidien. Mais oui, ça part des valeurs, puis l'idée, c'est autant il faut incarner ces valeurs-là, mais il faut être extrêmement bon à les articuler
et de les démontrer au quotidien par des actions qui sont des choses qui sont des fois concrètes, là, des perks, puis aussi des manières d'interagir c'est très subtil. Là. Mais je veux dire, tu peux avoir des belles valeurs, mais je veux dire, s'il n'y a rien qui walk the talk, ben ça tient, tu ne vas pas aller loin avec ça. Fait que je pense que c'est l'équilibre. Mais est-ce que les perks, c'est la culture? Non. Mais je pense que c'est un reflet d'une culture d'entreprise, puis un peu de la manière que ça se vit au quotidien. On est déjà 3 minutes par-dessus le temps alloué, mais désolé. Je m'en voudrais, non, c'était super bon, je m'en voudrais vraiment de ne pas poser une qui est dernière question, surprise. On a tous écouté la présentation avant de Frédéric Lalonde, de Hopper, puis on a 3 des meilleurs penseurs que je connais en culture, puis Fred, tantôt, il a dit, ça ne sert à rien d'avoir une personne en RH, il ne faut pas investir en culture, il faut juste que tu aies comme une gang d'animaux puis de bêtes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Pourquoi? Puis après ça, on ferme là-dessus. Mais je veux vraiment savoir votre réponse. Moi, je veux dire, je connais pas le contexte exact de comment ça a été dit, mais je pense que quand on veut bâtir une organisation qui va traverser les époques, je pense que c'est important de créer une culture qui est extrêmement forte parce que des tempêtes, il y en a régulièrement. Puis je pense que c'est la culture qui fait en sorte qu'une organisation peut traverser à peu près n'importe quoi. Puis je pense que chez nous, c'est la culture GSoft qui nous a permis de bâtir 2 produits à succès. Puis aujourd'hui, d'avoir vraiment le sentiment que peu importe dans quoi on va se lancer, j'ai le feeling qu'on va réussir. Avec quelques échecs, mais j'ai le feeling que ça va fonctionner. J'ai le feeling d'être autour d'une table avec des gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Fait que je pense que la dynamique d'une compagnie en croissance rapide qui a peut-être l'intention de vendre ou de faire un IPO, je pense que ça crée un changement peut-être de perception par rapport à ça. Il reste que c'est une Mais nous, on n'a jamais été financé de notre vie. Fait que j'ai personne qui tape du pied en arrière pour attendre des résultats. Fait que j'ai aucune pression. Moi, j'ai juste envie de bâtir une entreprise vraiment nice qui va exister dans 25 ans. C'est la seule chose qui me motive au quotidien. Fait que ça change ma vision de tout ça. Là. Je pense qu'une culture d'animaux, ben c'est une culture, tu sais. Mais est-ce que c'est pour tout le monde? Puis, tu sais, tu gères pas des animaux comme tu gères d'autres types d'employés. Tu sais, pour moi, on le reconnaît pas, mais la culture existe de toute façon. C'est comme dire, bon, ben, une société, c'est pas donné de culture, donc elle n'en a pas. Tu sais, c'est faux. Donc, il y a toujours une culture. Oui, comme tu disais, il y a des humains, il y a une culture. Donc après, ben c'est est-ce que il y a un laisser-aller, puis il y a peu de réflexion qui est mis à structurer, puis à faire plus de ce qui fonctionne, faire moins de ce qui ne fonctionne pas. Puis ça, c'est à chacun de voir. Mais de dire qu'il n'y a pas de culture, je pense que c'est faux. Ben, en fait, une culture forte, c'est un discriminant. C'est super utile. Par exemple, moi, c'est bien facile. Il y a des employés qui ne travailleront jamais dans des startups parce que c'est pas de la sécurité, un startup. Fait que ce discriminant-là, il est très utile aussi. Fait qu'une culture forte, ça t'aide aussi, ça te sauve du temps parce que tu dis, il n'y a clairement pas de fit culturel avec cette personne-là puis l'organisation qu'elle veut joindre. Donc, personne ne perd de temps à se faire désaccroire, ça ne va pas marcher. À l'inverse, quand tu sens une adéquation très forte, c'est l'inverse. C'est comme, hey, je viens de trouver l'équipe que j'ai comme un peu toujours cherché. Puis ça aussi, c'est extrêmement performant en quelque part parce que les gens sont satisfaits de ça. Fait que je pense que l'exemple de Fred, il a clairement identifié sa culture à lui et il y a un pattern pour reconnaître et amener les gens avec lui dans cette culture-là. Et dans ce sens-là, elle est efficace. Est-ce que c'est la culture pour tout le monde? Certainement pas. T'sais. Oui, rendu là, c'est plus un... Pour moi, on parle de culture. Il y a aussi l'idée qu'un environnement de travail, je pense que c'est important. J'ai envie qu'on crée des environnements de travail qui sont sains, qui permettent aux gens de s'épanouir puis de pouvoir vivre une... Je sais pas, on parle de bonheur au travail, l'idée d'aller au travail, ressortir, faire comme si c'était une belle journée, puis d'arriver à la maison puis d'être bien. Mais oui, il y a des cultures qui vont être cultures avec des bêtes, puis on a déjà été une culture de bêtes qui clenchait en malade chez GSoft. Puis, ben, il y a des bêtes qui ont tombé au combat parce qu'il y a aussi il faut être aussi raisonnable. Puis c'est là que la culture, c'est l'alignement, mais je pense que c'est important aussi de bâtir des cultures qui ont une capacité de durer longtemps et de traverser les époques. Fait que ça, c'est une autre dimension qui va au-delà de la culture d'entreprise. Bref.
Je pense qu'on pourrait continuer à discuter longtemps puis à philosopher, mais on doit arrêter là. Je voulais remercier Sylvain, Simon puis Christine d'avoir participé à ce panel-là. Merci beaucoup.